Aujourd'hui, on se lance dans une exploration approfondie d'un sujet qui nous concerne littéralement tous. Et pour donner tout de suite le ton, il y a une statistique qui m'a complètement figée en lisant nos sources. On parle de près de 2 milliards de personnes aujourd'hui qui utilisent au quotidien une eau qui les empoisonne à petit feu. Ouais, 2 milliards. C'est un chiffre qui donne le vertige, c'est clair. Bonjour, au fait, je suis ravi d'être là pour analyser ça avec toi. Ravi aussi. Surtout que le sujet est monumental. 2 milliards, c'est énorme, mais les rapports vont encore plus loin. Ils montrent qu'on a plus de 3 milliards et demi de personnes qui dépendent d'une eau dont la qualité est, disons, très incertaine. C'est ça. En gros, c'est près de la moitié de l'humanité, quoi. Et ce qui ressort de cette documentation, c'est le constat d'un échec quasi systémique. On finance, on construit des puits, on les abandonne. Et 20 ans plus tard, on revient construire exactement les mêmes infrastructures. C'est une boucle absurde. Donc l'objectif de notre analyse aujourd'hui, notre mission en quelque sorte, c'est de comprendre ce que signifie réellement ce fameux droit à l'eau. Parce que clairement, c'est pas juste une belle idée sur le papier, c'est un défi logistique, juridique et financier colossal. Tout à fait. L'idée, c'est de voir au-delà de la simple ingénierie, tu sais, des tuyaux et des pompes, pour comprendre pourquoi l'infrastructure seule ne suffira jamais. Bon, décortiquons tout ça. Pour commencer, il faut vraiment définir ce qu'est le droit à l'eau. Dans les textes internationaux, c'est pas juste avoir un liquide qui coule d'un robinet. Ah non, pas du tout. Le droit international impose des critères très stricts, et surtout des critères cumulatifs. C'est-à-dire. Bah, l'eau doit être potable, évidemment, mais elle doit aussi être acceptable culturellement, accessible physiquement, disponible en quantité suffisante, d'un coût abordable et distribuée sans aucune discrimination. Ce qui fait beaucoup de cases à cocher en même temps, quoi. Exactement. Et la difficulté que soulèvent les études de terrain, c'est qu'il y a une tension permanente entre ces critères. Parfois, viser l'excellence sur un point détruit complètement les autres. Ouais, par exemple, si on veut une eau d'une pureté absolue, cliniquement parfaite. Voilà. Si on applique les standards de potabilité internationaux les plus stricts, ça demande des technologies de filtration et de traitement qui coûtent des fortunes. Et du coup, la facture explose. C'est mathématique. L'opérateur répercute le coût sur le prix final. Et d'un coup, l'eau devient inabordable pour les populations locales. Donc, sur le plan strictement juridique, le droit à l'eau est violé. Non pas parce que l'eau est sale, mais à cause d'une exclusion économique. C'est un équilibre super précaire. Ce qui nous amène à ce concept fondamental qu'on retrouve partout dans les traités. La fameuse mise en œuvre progressive. Ah, ça c'est le cœur du réacteur juridique. Quand j'ai lu ça, l'analogie qui m'est venue, c'est un peu comme un programme de rééducation médicale, tu vois, après un gros accident. Ouais, c'est une bonne image. En gros, on ne demande pas aux patients de courir un marathon le lendemain de l'opération. C'est impossible. Mais par contre, le médecin a l'obligation légale de fournir un plan de progression clair. C'est ça. De mesurer les étapes, de montrer que, mois après mois, le patient progresse. L'État, c'est pareil avec l'eau. On ne lui dit pas de fournir des réseaux parfaits pour tout le monde demain matin, mais il doit prouver qu'il avance. Mais là où il faut faire attention, et les observateurs internationaux l'ont très vite remarqué, c'est que cette progressivité, ça peut vite devenir une excuse. Ouais, une porte de sortie un peu trop facile pour les gouvernements, non? Ce qui est fascinant ici, c'est justement comment le droit a évolué pour bloquer cette porte de sortie. Historiquement, les États disaient « Ah, mais on y travaille progressivement ». Et ils ne faisaient rien pendant des décennies. Pratique, quoi. Très pratique. Donc pour contrer ça, on a imposé un changement de paradigme massif. On est passé d'une politique de moyens à une politique de résultats. Et ça, c'est un basculement énorme. Avant, un ministre pouvait faire une conférence de presse, annoncer qu'il débloquait 1 million d'euros pour l'eau, et voilà, mission accomplie. Exactement. Le contrat politique était rempli, puisqu'on avait alloué les moyens. Sauf que cet argent finissait souvent englouti dans la bureaucratie, ou alors ils achetaient des pompes géniales qui tombaient en panne au bout de 3 semaines. Le budget était bien dépensé, mais sur le terrain, rien ne changeait. Voire s'arculer, alors qu'avec la politique de résultats, tout change. L'État doit s'engager sur du tangible, genre on va raccorder de façon durable 5000 foyers cette année. Et s'ils dépensent les millions, mais que les 5000 foyers n'ont pas d'eau? Ils sont en défaut. Peu importe l'argent dépensé, l'État est juridiquement responsable de l'échec. Ça oblige à regarder l'efficacité réelle sur le terrain plutôt que la taille de l'enveloppe budgétaire. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si l'État a maintenant l'obligation de produire des résultats sous peine d'être en faute,
Il faut financer ces résultats. Et on l'a vu, on parle de 3,5 milliards de personnes. L'aide internationale ne peut pas, mathématiquement, tout payer. Impossible. Et d'ailleurs, les sources sont assez unanimes là-dessus. Le financement international a même créé un piège structurel. Ah ouais, le fameux mythe de l'aide internationale salvatrice. C'est ça. Les bailleurs de fonds adorent financer la construction initiale. Tu sais, la grosse station d'épuration flambant neuve, le grand château d'eau, c'est super pour les photos. Ça se voit bien, quoi. Voilà. Sauf qu'ils omettent presque toujours d'intégrer dans l'enveloppe les coûts d'exploitation et de maintenance sur la durée. Ce qui nous ramène à notre absurdité du début. 20 ans plus tard, le château d'eau est en ruine, les tuyaux sont percés, et une ONG doit revenir reconstruire exactement la même chose. C'est comme offrir une voiture de sport hors de prix à quelqu'un qui n'a pas un sou. C'est exactement l'analogie qui convient. Tu lui donnes la Ferrari, super. Le capital initial est là. Mais le propriétaire n'a pas d'argent pour mettre de l'essence, il ne sait pas faire la vidange d'un moteur complexe, et de toute façon, il n'y a pas de pièces de rechange dans son pays. Du coup, le moteur serre et la voiture rouille dans le jardin. C'est ce qui arrive à des milliers d'infrastructures hydrauliques. C'est dingue. Et c'est pour ça que les rapports préconisent un virage radical. Si on relie cela à une perspective plus large, l'aide internationale, c'est bien pour impulser, mais l'infrastructure est vouée à l'échec s'il n'y a pas d'écosystème local. Donc ça veut dire que l'État local doit créer des taxes, des budgets spécifiques? Tout à fait. Des grilles tarifaires qui couvrent l'entretien quotidien, mais aussi le renouvellement du matériel dans 10 ans. Il faut former des comptables, des techniciens locaux. Le retour sur investissement d'un plombier local qualifié est 1000 fois supérieur à l'envoi d'une pompe neuve. Alors pour bien comprendre à quoi ressemble cette ingénierie sociale sur le terrain, nos sources comparent deux exemples vraiment fascinants. Deux salles, deux ambiances, littéralement. D'un côté, Ouagadougou, au Burkina Faso, et de l'autre, Paris. Deux contextes économiques diamétralement opposés. Mais, et c'est ça qui est fort, deux villes qui ont la même obligation de résultat face à des populations en marge de leur réseau. Commençons par Ouagadougou. Là-bas, l'opérateur public, l'ONEA, fait face à un défi topographique énorme. 16% de la population vit dans des quartiers qu'on appelle non lotis. Ouais, l'habitat informel. Ce sont des zones où il n'y a pas de rue tracée, pas de cadastre, pas d'adresse officielle. Donc techniquement, pour passer des gros tuyaux sous terre, c'est juste l'enfer. Et juridiquement, c'est hyper compliqué d'installer un réseau public chez des gens qui n'ont pas de titre de propriété. C'est presque impossible de manière conventionnelle. Alors, la solution de l'ONEA, elle est hyper innovante. Ils ont contourné le problème technique par un contrat. En gros, ils vendent l'eau en gros. C'est ça. L'opérateur public s'arrête à la frontière du quartier informel. Et là, il vend l'eau en volume à un entrepreneur privé local qui a été choisi par appel d'offres. Un gars du quartier, quoi. Exactement. Lui, il connaît chaque ruelle, chaque famille. C'est lui qui déploie son petit réseau de distribution, avec des bornes fontaines par exemple. Mais là, l'angoisse que j'ai eue en lisant ça, c'est de me dire, le privé va s'en mettre plein les poches et vendre l'eau une fortune aux plus pauvres? Eh ben non. C'est là toute l'astuce. Le contrat stipule une règle d'or, une contrainte absolue. L'entrepreneur doit revendre l'eau aux bornes fontaines exactement au même tarif que ce que paie un résident riche branché sur le réseau classique au centre-ville. Attends, mais comment le petit entrepreneur fait pour vivre alors? S'il achète l'eau, qu'il gère les bornes et qu'il ne peut pas augmenter les prix, il est perdant. Sur le papier, oui. Et c'est là qu'intervient la fameuse solidarité tarifaire. C'est un mécanisme invisible mais brillant. Ah oui, les chiffres du rapport sont super clairs là-dessus. Il me semble que le coût pour produire un mètre cube d'eau en moyenne, c'est 388 francs CFA. Voilà, 388 pour produire. Sauf que le prix de vente moyen, si on mélange tout le monde, les particuliers, les administrations et surtout les grosses industries, ce prix moyen, il est de 487 francs CFA. Ce qui dégage une marge, une subvention croisée. Les gros consommateurs industriels payent un peu plus cher, ce qui permet à l'ONEA de subventionner l'entrepreneur du quartier informel. C'est brillant. Donc, le privé gagne sa vie, l'infrastructure est entretenue par un gars du coin et le prix reste abordable pour les plus précaires. L'acteur privé n'est pas là pour faire du profit sur les pauvres. Il est utilisé comme le prolongement logistique intelligent d'un service public très bien pensé en amont. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on traverse la Méditerranée et qu'on regarde Paris? Parce que le contexte est radicalement différent, mais la philosophie est étonnamment proche. Oui, Paris, c'est 2 millions d'habitants intramuros, 30 millions de touristes. De la richesse, beaucoup de richesse. Mais c'est aussi plus de 220 000 personnes en situation de grande précarité et plusieurs milliers de personnes à la rue. Eau de Paris, l'opérateur gère ça avec une stratégie à deux niveaux. Du préventif d'abord. Et c'est marrant parce que ça ne ressemble pas à des canalisations.
Non, le préventif, c'est une présence physique de l'eau dans la ville. Plus de 1200 points d'eau potable gratuits dans la rue. S'associe aussi avec les maraudes, tu sais, les associations qui tournent la nuit. Ouais, pour distribuer des gourdes et des contenants aux sans-abri. L'opérateur d'eau devient un acteur du logement et du social. Et le deuxième niveau, le curatif, c'est vraiment fort. Quand les gens ne peuvent plus payer leurs factures, au lieu de couper l'eau, ce qui est une violation du droit à l'eau de toute façon, Paris utilise le Fonds de solidarité pour le logement, le FSL. C'est un mécanisme d'effacement de dette. Plutôt que de fermer le compteur, le FSL paie la facture à la place de l'usager, en coulisses. Le service n'est jamais interrompu. Mais ce que j'ai trouvé vraiment atypique dans le rapport, c'est que Paris refuse d'utiliser ce qu'on appelle la tarification sociale. Cela soulève une question importante. Pourquoi refuser un tarif social pour les pauvres? Eh bien, les concepteurs du système parisien considèrent que la tarification sociale, c'est hyper stigmatisant. Bah oui, tu dois remplir un dossier de 50 pages pour prouver que t'es pauvre. C'est ça. Il faut des justificatifs, faire des démarches administratives complexes. Le résultat, c'est un taux de non-recours massif. Plein de gens qui ont droit ne le demandent pas. La fameuse fracture administrative. Donc Paris préfère maintenir un tarif universel, juste pour tout le monde, et utiliser le FSL en arrière-plan pour effacer les dettes des plus vulnérables, sans les obliger à faire la mendicité administrative. C'est fou de voir ce parallèle. Qu'on soit dans un quartier non loti au Burkina ou dans les rues de Paris, la technologie n'est pas la solution miracle. Les tuyaux, c'est bien, mais la vraie clé, c'est l'ingénierie sociale, c'est l'humain. L'infrastructure rigide s'arrête là où la complexité humaine commence. Il faut des intermédiaires sociaux, des opérateurs de quartier à Ouagadougou ou des travailleurs sociaux à Paris. Mais alors, si on a compris tout ça, si on sait qu'il faut un budget local, des techniciens, une solidarité tarifaire, pourquoi c'est encore si difficile de trouver des financements politiques pour l'eau? L'explication que donnent les analystes est presque d'une banalité affligeante. C'est la nature physique des réseaux qui pose problème. L'invisibilité politique, ça m'a fait rire jaune de lire ça. Le fameux complexe de l'inauguration. Exactement. Mets-toi à la place d'un maire. T'as un budget limité. Est-ce que tu vas dépenser des millions pour creuser des tranchées, paralyser la circulation pendant 6 mois, tout ça pour enfouir des tuyaux d'assainissement qu'on ne verra plus jamais une fois le trou rebouché? C'est sûr que couper un ruban rouge devant une plaque d'égout, c'est beaucoup moins glamour que d'inaugurer un stade de foot ou une nouvelle crèche pour attirer les électeurs. Le bénéfice politique d'un réseau d'égouts est nul à court terme. Les gens considèrent que c'est normal quand ça marche et ils te détestent quand ça déborde. Donc, naturellement, les cycles électoraux poussent à sous-investir dans le préventif invisible. Sauf que ce sous-investissement invisible a des conséquences dramatiques et bien visibles, elles. Surtout dans les pays en développement. Quand l'accès direct à l'eau défaille, la charge logistique, la corvée d'eau, elle ne disparaît pas. Elle est juste transférée sur les habitants. Et c'est un fardeau terriblement asymétrique, parce que qui va chercher l'eau? Ce sont presque exclusivement les femmes et les jeunes filles. C'est la pauvreté de temps. C'est un concept terrible. Ces femmes marchent des kilomètres, attendent des heures, portent des charges énormes. Tout ce temps volé, c'est du temps qu'elles ne passent pas à l'école ou à créer des activités économiques. L'absence de volonté politique pour financer des tuyaux invisibles détruit littéralement le capital humain. Financer l'eau, ce n'est pas juste de l'hygiène, c'est le point de départ de l'émancipation économique de millions de femmes. Ce geste tout simple, ça cache des décennies de combats juridiques, d'ingénierie financière hyper complexe, de solidarité tarifaire. C'est un écosystème entier qui doit fonctionner en parfaite harmonie. Et l'électrochoc qui a permis ça, c'est vraiment le passage d'une politique de moyens à une politique de résultats. Et justement, ça m'amène à une réflexion finale. On a vu comment cette règle stricte de la politique de résultat a forcé les États à arrêter les promesses en l'air pour produire des raccordements réels. Ça a révolutionné la façon d'envisager l'eau. Absolument. Eh bien, imaginez un instant ce qui se passerait si on appliquait cette même obligation, cette même rigueur juridique impitoyable, à d'autres droits fondamentaux qui semblent insolubles. Comme le logement ou l'éducation. Exactement. Et si on arrêtait d'évaluer l'action de l'État sur les budgets qu'il dépense pour ne juger que les résultats réels qu'il obtient sur le terrain, ça obligerait peut-être à réinventer entièrement la manière dont on gouverne. C'est une excellente piste de réflexion pour l'avenir, en effet. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse croisée. Et on se retrouve très vite pour explorer un nouveau sujet en profondeur.